Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre physiothérapeute Arthur Coinco des problèmes à l'épaule. On va découvrir les programmes scolaires du Musée de la Nature et bien plus avec une exposition. J'arrive pas à prononcer le nom, mais on va m'aider tantôt. Restez avec moi parce que ça s'en vient aussi au Musée de la Nature. Et tout de suite, pour commencer, on va parler de s'acheter une nouvelle maison avec notre courtière hypothécaire Dominique Olive. Dans le fond, je me dis, s'acheter une maison, c'est quand même un premier investissement, en tout cas, un investissement important pour certaines personnes et surtout souvent le seul investissement. C'est un des plus gros, je vous dirais. Ouais. Ouais, un des plus gros, puis à n'importe quelle tranche d'âge, ça devient toujours un des plus gros investissements parce qu'on a des stages d'âge. On commence à acheter notre première maison. Des fois, ça peut être un premier appartement, un condo. Après, on va aller vers une maison, puis après un chalet. Fait que ça devient toujours un gros investissement. Fait que dans le fond, le but du sujet aujourd'hui, ça va être un peu d'établir un peu, quand j'achète une première maison, on va parler des premiers acheteurs, mais on va parler en fait du processus au complet. D'accord. Comment faire une belle transaction qui va être agréable et qui va être un peu sans stress. Parce que, il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses. Oui. C'est que j'allais te demander, par quoi tu penses qu'on devrait commencer quand on pense à s'acheter une maison? C'était quoi le dernier sujet qu'on a parlé ensemble, Claude? On a parlé d'épargner, de pouvoir mettre l'argent de côté et toutes ces affaires-là. Du budget. Oui, du budget. Première chose, ça revient toujours à la même chose. Puis à chaque fois qu'on va se voir, Claude, ça va être un sujet que j'ai... Qui a rapport avec toujours, le budget. toujours. Et dans la première maison, c'est clair que le budget est important parce qu'on peut payer un loyer, mais quand on arrive pour une maison, on a un paiement hypothécaire qui peut remplacer le paiement du loyer parce que les loyers sont rendus tellement chers maintenant. Mais il faut ajouter les taxes de propriété, l'entretien d'une maison, tout ce qui va avec le chauffage peut coûter aussi beaucoup plus cher. Fait qu'on repart encore à la base, qui est la première chose à regarder, c'est le fameux budget. Le budget, OK. Et comme on se rappelle, le budget, c'est pas compliqué, c'est 2 colonnes. Ce qu'on a payé par mois, ce qu'on a gagné, ce qu'on gagne, et en bas, il faut que ça arrive à zéro. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que notre revenu puisse bien compenser pour toutes les dépenses qu'on a apportées. Exactement. OK. Alors ça, c'est la première chose à établir, le budget, et d'ajouter une colonne dans le budget, je te dirais entretien, parce qu'entretien de la maison... dépendamment de quelle maison qu'on achète. Si on achète une maison flambant neuve, ça va, mais il y a beaucoup de belles maisons qui sont sur le marché actuellement, puis ils ont peut-être des fois ce qu'on appelle un peu besoin d'amour. Alors, il faut regarder aussi peut-être pour un budget de rénovation, malgré que quand on achète une première maison, on peut acheter une maison. Et puis faire des rénovations aussi, oui. Exactement. Ça se fait plus souvent ces temps-ci. Oui, on le fait en même temps. Alors, en fin de compte, tu fais une offre sur la maison et là, tu vérifies avec ton courtier ou ta banque à savoir, est-ce que je peux emprunter un petit peu plus en partant pour pouvoir faire les rénovations. Fait que ça, c'est la première chose à faire, établir le budget. Et je te dirais, la deuxième, ce serait, bien entendu, de rencontrer un professionnel financier. Alors, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va voir un courtier? On va voir sa banque, sa caisse? Qui on va voir? Bien, c'est certain que je vais profaner pour mon marché à moi. Mais en étant des deux côtés, j'ai été 25 ans, moi, de l'autre côté. J'ai travaillé pour 3 grandes institutions financières avant qu'il y a 7 ans, je décide d'être courtier. Un courtier, c'est certain qu'aujourd'hui, oui, je vais parler pour mon entreprise aujourd'hui, pour les courtiers, mais je trouve que, et de plus en plus, de toute façon, ACHL, Genworth font des statistiques, c'est l'endroit où aller. Pourquoi? Parce qu'un seul rendez-vous, Claude, tu trouves avoir accès à toutes les institutions financières. Exactement, c'est ça qui est bon. Oui, exactement, et ça te coûte rien. Un bon professionnel comme moi, tu vas le voir, ça ne te coûte rien. On n'est pas payé sur le taux d'intérêt, on est payé sur à commission, 100% commission. Alors, on travaille très fort pour nos clients, puis on n'est pas payé sur le tôt d'intérêt, on est payé sur le terme et le volume. Alors, tu peux être sûr que cette personne-là va travailler pour toi. Et je ne suis pas attachée à une banque ou à une caisse. Oui, il y a beaucoup plus de choix. Je regarde le marché. Tu sais, cette semaine, je parlais à des clients justement qui s'achetaient une première maison. Ils voulaient avoir une marge de crédit, ils voulaient avoir une assurance, ils voulaient avoir un taux fixe, ils voulaient avoir un terme différent. Alors, moi, je sais que telle banque, non. Telle banque, oui. Alors, c'est comme si je prends une passoire, je mets toutes les institutions financières dedans, je mets tous mes composants. Le marché pour nous, là. Oui, je fais mes données jusqu'où et tout ce qui tombe, bien, je ne les prends pas. Tout ce qui reste, on regarde pour le client. C'est ça. Alors, est-ce qu'on devrait aller à une banque, une caisse ou un courtier? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2019, un bon courtier va vous aider. OK. Ensuite, la mise de fonds. Mise de fonds. On va dire quelques 2-3 trucs sur la mise des fonds parce que j'ai plein de questions à te poser, mais vas-y. Bon, alors la mise de fonds, le minimum qu'il faut pour rentrer dans le marché, c'est minimum 5 %. Il faut que tu m'expliques avec des chiffres clairs, là, la mise de fonds. Parce que c'est assez compliqué à comprendre souvent quand on n'a pas des statistiques devant nous. Oui.
Alors, si on parle, exemple, on achète une maison de 300 000. OK. Et là, on dit minimum 5 alors, ça va être 15 000 Alors, j'ai besoin d'avoir dans mon compte bancaire, assis dans le compte bancaire depuis au moins 90 jours, un montant de 15 000 que je devrais démontrer au courtier, à l'institution financière, que je suis déjà en place pour pouvoir acheter ma maison. Excuse-moi de te le dire, mais je n'arrive pas à bien le saisir. Et puis là, il nous reste quelques secondes avant d'aller à la pause. Je te garde avec moi et je vous garde aussi avec moi parce qu'on va parler après la pause de la mise de fonds qui est très importante pour l'achat d'une première maison. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Dans l'apéro avec Julie, je reçois Patrick Brunet, président, Bianca Richer, directrice du marketing chez Aléa Marketing Solutions. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de s'acheter une maison et Dominique Olive, courtière hypothécaire, tu as mentionné tantôt dans le premier bloc, c'est important de s'outiller avec un bon budget. Ça, c'est la première des choses. Puis là, on parlait de la mise de fonds et puis moi, j'étais perdue dans tes calculs. On reprend encore avec la mise de fonds. Oui. Alors, la mise de fonds, c'est minimum 5 D'accord. Pour être capable d'aller s'acheter une maison. Mais la mise de fonds, on va l'éclater dans le fond. Où est-ce qu'on peut la chercher? C'est soit par des économies. Okay. Alors, tu as économisé au fil des temps dans un compte d'épargne, dans un CELI, dans un compte d'épargne, à la banque, à la caisse, et tu as économisé cet argent-là. Donc, si on parle d'une maison, exemple, de 300 000, 5 c'est 15 000 OK. Alors, il faut absolument que tu aies 15 000 assis dans ton compte. Cet argent-là peut venir de ton compte d'épargne, peut venir des REER aussi, parce que ça, c'est un beau programme du gouvernement qu'on peut accéder en prenant nos propres REER. J'irai pas dans le détail, mais c'est très avantageux de faire ça. Très, très avantageux. Alors, tu peux même emprunter pour aller chercher des REER, prendre ces REER-là et les appliquer sur ta future maison. D'accord. Ça sera peut-être un sujet qu'on pourra établir. L'autre aussi avantage qu'on a, tu dois toujours arriver avec une mise de fonds. Tu peux pas arriver pas d'argent. Avant, ça existait, mais plus maintenant. On peut plus arriver avec zéro. C'était une première maison sans argent. Et voilà. J'ai vu des publicités de gens. Avant, on pouvait le faire. Plus maintenant. Fait que s'il y a quelqu'un qui vous dit oui, faites attention. Grattez pour vraiment savoir d'où est-ce qu'elle va venir cet argent-là. C'est vrai. Ouais. Le programme que le gouvernement fait, c'est que dans le fond, si tu achètes une maison neuve, il va donner jusqu'à 10 d'extra que tu pourras appliquer en plus sur ta mise de fonds. Ça aussi, c'est un programme qui est nouveau. Il demande à être regardé, à être analysé, à être étudié au fil du temps. Il y a des avantages, il y a des contres, il y a des critères aussi que les gens doivent appliquer. Alors, il faut juste penser que tu achètes une maison, c'est minimum 5 de mise de fonds. Alors, tu achètes 400 000, il te faut 20 000. Tu achètes 200 000, il te faut 10 000. C'est 5 D'accord. Du montant que tu achètes. OK, d'accord. Ça, c'est le montant minimum. Mais en plus, tu dois penser aux frais de clôture, ce qu'on appelle en anglais « closing cost », qu'on entend souvent. Ah, tous ceux qui vont travailler avec toi, comme les avocats et autres. Voilà, avocats, inspection, évaluation de la maison. Alors, la banque va te demander, ou l'institution financière va te demander aussi d'avoir 1,50 du montant de l'achat. Alors, si tu achètes
200 000, on fait 1,50 pour pouvoir s'assurer que tu as aussi, oui, la mise de fonds, mais est-ce que tu vas être capable de payer l'avocat aussi? Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est l'autre étape. Ensuite, est-ce qu'on travaille avec un agent d'immeuble ou on s'en va seul et avec notre auto et on regarde les pancartes qui défilent devant nous? On a peur de l'inconnu, tu sais. Hein? Et puis, beaucoup de personnes vont vers des agences immobilières et tout, mais dans le fond, est-ce que tu penses que c'est convenable? Hein? Est-ce qu'on peut le faire seul ou vraiment il faut forcément travailler avec un agent immobilier? Moi, je te dirais par expérience personnelle, c'est certain que travailler avec un agent d'immeuble, ça ne coûte rien. On a peur. Ça ne coûte rien? Ça coûte rien. Ça coûte quelque chose quand tu vends ta maison. L'agent d'immeuble va demander un 4 ou un 5 de commission sur la vente de ta maison. Okay. Mais quand toi, tu décides d'acheter une maison, au contraire, ne passez pas à côté de ne pas aller voir un agent d'immeuble. Il faut... Alors, tu cibles le secteur que tu veux, tu regardes dans Google, tu demandes des références à tes amis, dans Facebook, tout le monde va dire « Ah, ben j'ai tel agent ». Tu regardes les listings qu'il a. D'accord. Tu regardes le secteur, tu regardes les reviews, tu l'appelles, tu lui passes une interview. Tu lui poses des questions. Ouais. Bon, ben vous allez faire comment pour moi? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de frais. Alors, l'agent d'immeuble, lui, son travail... mais là, tu enlèves un filtre, là. Et ouais. dire qu'il n'y a pas de frais. Et voilà. Fait que non, au contraire, n'allez jamais vous seul voir... Bon, tu as une pancarte, Dominique Olive vend la maison. Oups. Non, va pas voir Dominique Olive parce que Dominique Olive, elle représente le vendeur. Alors, c'est certain que, oui, elle va être contente de représenter les deux, le vendeur et l'acheteur, mais on préfère peut-être avoir quelqu'un qui va s'occuper de nous. De nous, oui, c'est ça. Nous, comme acheteurs. Et ça vaut la peine parce que l'agent d'immeuble, c'est un spécialiste. Alors, lui, il va pouvoir sortir des informations sur la maison. Il va pouvoir négocier pour vous aussi. Alors, pourquoi se priver d'un spécialiste qui pourrait faire le travail? Puis je vais vous dire que, oui, ça se fait. Purple Brick, Proprio Direct, on peut aller acheter des maisons avec ces gens-là. Mais de plus en plus, les gens vont aussi, quand ils vont... ils veulent acheter. Ils veulent acheter la maison. Ils peuvent aussi passer avec un agent d'immeuble vers ces maisons-là qui va les aider et les guider aussi. Comme c'est vrai, la personne te représente. Fait que t'as moins de dommages, si on veut dire ainsi. Parce que l'autre agence, elle représente celui qui veut vendre la maison. Oui. Fait que c'est à son avantage, lui. Toujours. Alors moi, je vous dirais, ne vous passez pas d'un agent d'immeuble. Quand vous cherchez une maison, ils vont vous rentrer sur un système du secteur que vous cherchez. Ils vont vous envoyer par courriel, bon, ben j'ai trouvé telle maison. Et oublie pas, les agents d'immeuble ont des sources aussi privées. Avant que la maison arrive sur le marché, leur agence va leur dire. Alors, vous allez peut-être avoir un plus de savoir que cette maison-là va être bientôt en mise en marché. D'accord. Alors, il ne faut pas s'en priver. Alors, là, on parle d'argent. Est-ce qu'il y a des documents qu'on devrait avoir, tu penses? Oui. Alors, les documents, ça, c'est très important. Premièrement, tu sais, dans la deuxième étape, budget, d'aller voir sa banque ou un courtier, une institution financière, c'est de se préparer justement avec la documentation. Moi, je m'excuse, là, mais quand je vois des publicités, ayez une pré-approbation en 15 minutes, c'est pas du riz qu'on fait, là. C'est pas une soupe non plus, là. C'est un achat qu'on a dit qui est un des plus gros. Alors, tu penses que je peux t'approuver, moi, en 15 minutes? Je m'excuse, Claude. Non. Alors, un beau travail de professionnel, j'ai besoin de talons de paie, j'ai besoin de tes T4 de 2 années. J'ai besoin, des fois, ton avis de cotisation. Je vais avoir besoin d'une lettre de confirmation d'emploi. Je vais avoir besoin des relevés, comme quoi que tu as bien l'argent en place pour ta mise de fonds. Alors, ne vous étonnez pas si on vous demande beaucoup. Alors, c'est important d'avoir toute cette documentation-là. Bon, là, tu vas me dire, Dominique, on a peur avec toute cette fraude qui se passe là. On donne nos documents, on envoie ça par courriel. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, assurez-vous, quand vous travaillez avec un courtier, de lui demander comment, de quelle façon il garde en sécurité vos documents. J'ai investi beaucoup, moi, au niveau de cette sécurité-là, dans ma compagnie à moi, pour être sûr que quand mes clients m'envoient leurs documents, tout est sécurisé. Tout est sécurisé. Alors, bon, on n'est pas à l'abri de la fraude, mais c'est important de se renseigner à savoir où est-ce qu'ils vont aller, ces documents-là. D'accord. Alors, la documentation, oui, est très, très importante. Il faut être à jour. Est-ce qu'on peut appliquer sur une maison quand on est à temps partiel? Oui, ça arrive. Il y a des métiers, il y a des corps professorales, comme les policiers, le gouvernement. Il y a des métiers qui font que c'est dur de rentrer à temps plein. Il y a des métiers que c'était à contrat pendant plusieurs années. Alors, ne vous limitez pas. Appelez un professionnel. Surtout, les travailleurs indépendants, ça pousse beaucoup ces temps-ci. Beaucoup. Et les travailleurs autonomes, il ne faut pas se limiter à dire « je peux pas parce que je fais un gros revenu ». Mais au net, j'en fais pas beaucoup. Non, les travailleurs autonomes, il y a des programmes spéciaux pour les travailleurs autonomes. Si vous travaillez avec la bonne personne, Claude, c'est certain, vous allez avoir votre maison ou on va vous aider à la préparer. D'accord.
Alors, tu sais, quand vous allez appeler un courtier et le courtier va vous dire, vous sentez qu'il n'y a pas de synergie, raccrochez, appelez quelqu'un d'autre. L'important... Tout se passe avec le feeling, là, parce qu'on va travailler avec la personne pour... C'est ça. Oh, okay. Oui, c'est une question de chimie. La même chose. Tu vas à ta banque, ça fait 5 personnes qui changent de place, là, parce qu'à la banque, il y a un gros roulement de personnel, c'est terrible. Ouais. Alors, tu n'es pas confortable, bien, va ailleurs. Okay. Ne vous arrêtez pas à vous obstiner à aller avec cette personne-là. Eh bien, avec cette compagnie-là, parce que, voilà... Là... Non, allez chercher une question de chimie, de synergie. Allez voir les reviews sur Google. De tous ces courtiers-là, de ces banques-là, ça va vous en dire long des fois. Votre entourage, Facebook, moi, je regarde combien de fois les gens demandent « je cherche le meilleur courtier ». Je suis contente, je sors souvent, mais je m'occupe de mes clients. C'est normal, je travaille fort pour ça. Je ne sais pas si je pose la bonne question, mais en tout cas, il n'y a pas de mauvaise question. Je vais y aller avec ce que je ressens. On a parlé de l'achat d'une première maison, on parlait de mise de fonds et tout. Quand c'est... Il y a un certain minimum, comme on a dit, 5 % et tout. Quand c'est un achat et une rénovation en même temps, est-ce que ça augmente pour la mise de fonds ou elle reste pareil? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup, parce que si tu achètes une maison de 200 000 et tu regardes, bon, il y a un maximum qu'on peut appliquer quand on fait une rénovation. D'accord. Normalement, c'est 20 à 40 000, mais encore là, il y a des institutions financières, on peut aller un peu plus haut. D'accord. Alors oui, si tu pars de 200 000, qui va être 5 si tu veux emprunter 220 000, bien, c'est encore un 5 Mais tu comprends-tu qu'on part de 10 000 à peut-être 11 000, 11 500? Fait que non, c'est pas beaucoup. Il faut pas se... Et moi, j'adore ce programme-là. Moi, quand les gens achètent une maison, de toute façon, quand les gens m'appellent, Claude, je leur fais une préqualification, mais c'est plus qu'une préqualification. On est presque prêt à 99,9 %. C'est comme ça qu'on travaille. Parce qu'on demande tous les documents et là, on est capable de leur dire oui, allez-y. Et là, on parle de ce programme-là de rénovation parce qu'il n'y a rien de plus agréable que d'acheter une maison puis de vouloir peut-être rénover la salle de bain et d'avoir notre salle de bain à nous. Merci ou notre beaucoup, cuisine. Dominique. Il y a tellement d'informations qu'on devait partager, mais on manque de temps. Alors, si le monde a envie de te rejoindre quelque part, là, c'est quoi ton site web? Parce que tu as ton agence à toi. Oui, j'ai mon agence à moi qui est Mortgage Broker, Olive avec 2 L, pour ne pas me confondre avec la femme à Popeye.com. Alors, mortgagebrokerolive.com. OK, merci beaucoup, Olive. Merci beaucoup. Et puis, comme elle a mentionné, vous pouvez visiter son site web www.mortgage. C'est Alliance? Il y a Alliance ou pas? Non, Mortgage Broker. Mortgage.com. OK, donc juste après la pause, maintenant, on va parler des programmes scolaires au Musée de la Nature. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant des programmes scolaires du Musée de la Nature. Puis moi, je ne savais pas qu'il y avait des programmes scolaires là-bas. Oui, absolument. Oui. Les programmes scolaires au Musée canadien de la nature sont essentiellement une façon d'aider les enseignants et les enseignantes de la région à atteindre leurs objectifs du programme scolaire. Et puis vous êtes bien placé pour en parler parce que vous, Marcus, vous êtes le chef des programmes scolaires. Et qu'est-ce que ça inclut? Parce que vous avez parlé d'aider les enseignants et même les élèves à atteindre leurs objectifs. C'est quoi que ça inclut?
Les ateliers sont des programmes de 50 minutes, 1 heure, et ça comprend des activités, des explorations des galeries du musée, une chance à manipuler des spécimens réels de nos collections impressionnantes. Est-ce que c'est un rapport, par exemple, parce qu'il y a des élèves qui font des cours de sciences, là, est-ce que c'est un rapport avec leurs cours de sciences ou c'est vraiment en général? Alors, chaque province a un programme scolaire, un curriculum qu'ils doivent combler. Et nos programmes ont été conçus pour répondre à ces besoins. Donc, c'est une manière de complémenter ce que les enseignants font dans leur classe. OK. Puis, vous avez parlé d'activités de 50 minutes, la possibilité pour ces élèves-là de toucher, de manipuler. C'est comme s'ils faisaient des cours comme là, sur place au musée, hein? Essentiellement. Alors, il y a une variété de façons de participer, mais souvent, c'est comme un 50 minutes dans une salle de classe avec des explorations, mais ça comprend aussi une visite au musée en tant que tel. D'accord. Puis ils sont accompagnés par leurs professeurs, puis vous avez des éducateurs qui sont sur place, qui donnent des leçons, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, nous avons des éducateurs professionnels. Nous sommes aussi rejoignés et aidés par une grande équipe de bénévoles. D'accord. Et puis quand on parle de bénévoles, je vais me tourner directement vers Ginette, qui est bénévole avec vous. Mais elle dirige même le programme scolaire depuis plus de 4 ans. Alors, là, c'est que vous revenez à chaque fois, là. Alors, je ne dirige pas, mais je participe vous participez. OK, au d'accord. programme scolaire en tant que bénévole. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à travailler comme bénévole, au programme scolaire surtout? Bien, lorsque j'ai pris ma retraite professionnelle, j'avais beaucoup de temps libre et puis je voulais continuer à m'impliquer dans la société dans laquelle je vis et aussi continuer d'être en relation avec un environnement social. Et puis, franchement, un environnement, social, mais un environnement qui bouge. Parce que les enfants, ça court beaucoup, hein? C'est très dynamique, très dynamique. Et quel est votre rôle en tant que bénévole? Qu'est-ce que vous faites? Bon, alors, avec d'autres bénévoles, on livre un contenu dans les différentes galeries, entre autres la galerie des dinosaures, où les enfants sont toujours impressionnés. Oui, j'imagine. Il y a aussi, je participe à la galerie, l'adaptation animale, la galerie des mammifères, une étonnante galerie où les enfants aiment beaucoup se promener vers les différents dioramas. Alors nous, on questionne les enfants pour savoir où ils en sont rendus dans leur connaissance. Compréhension, et on ajoute du contenu pour faciliter leur compréhension de ce qu'ils voient dans la galerie. Vous savez que les enfants, là, ça pose tout et n'importe quelle question, hein? Ça part partout. Donc, il faut vraiment être professionnel. Je me dis, est-ce que vous avez pris des cours avec eux ou je sais pas? Alors... pour avoir toute cette connaissance? Pas du tout. Beaucoup de lectures personnelles, naturellement. Mais une fois par mois, le musée offre aux bénévoles de la formation. Ah, OK. Alors, par les professionnels du musée, et c'est extrêmement intéressant. Wow! Puis là, vous m'avez mentionné que ça fait 4 ans, vous avez envie de bouger. Selon vous, qu'est-ce que ça prend pour être comme dans le programme scolaire, bénévole dans le programme scolaire? Bien, je pense qu'au premier abord, il faut aimer être avec les enfants. Avec les enfants, oui. Ça, c'est tellement vrai. Oui, aimer participer. Et c'est toujours étonnant de voir les yeux des enfants, l'émerveillement chez les enfants. Est-ce que vous aurez une anecdote pour nous avec un enfant que vous avez vécu? Oh! Peut-être qu'il y en a beaucoup que vous en oubliez. Il y a beaucoup de petites choses qui surviennent, mais une en particulier, non, j'en ai pas une tout à fait particulière, là, mais des remarques parfois que les enfants font sur les animaux qu'ils voient. Il y a toujours des enfants qui essaient de dire des choses impressionnantes, là. Mais... Oui. Les enfants ont le vouloir de se prouver. Une visite au musée, c'est souvent une opportunité d'exprimer leur passion, leur enthousiasme, ce qu'ils savent déjà. Parce qu'ils ont accès à plein de galeries, comme vous avez mentionné, fait qu'un enfant, peut-être un s'intéresse, je vais dire, aux dinosaures, un autre s'intéressera à autre chose. Bien sûr. Il y a 6 ou 7 galeries permanentes au musée avec des expositions itinérantes qui vont venir et partir. Mais j'aimerais parler juste brièvement du fait qu'en étant un musée national dans la région capitale, nous avons
une grande visitation par des élèves francophones du Québec, de l'Ontario, ainsi que des étudiants en français langue seconde. Donc, une raison pourquoi nous aimerions vous parler des bénévoles aujourd'hui, c'est pour encourager les gens de s'impliquer au musée. Nous avons un besoin de bénévoles francophones. Et s'il y a des écouteurs qui sont intéressés par cela, je vous encourage de nous appeler. Puis donc, il faut juste comme moi, par exemple, là, je vous entends parler, OK, je vais envie de donner de mon temps pour ces enfants. Là, je vais juste vous appeler et puis c'est parti. Oui, il y a un processus d'application, des vérifications au niveau de sécurité, certainement, mais en bout de ligne, vous n'avez pas besoin d'être experte. C'est ça, moi. Oui. Vous avez besoin d'avoir un vouloir de partager un enthousiasme, un amour de l'apprentissage, d'être un modèle de la curiosité. C'est ça qui est important. Parce que oui, les enfants, c'est curieux. Si on n'est pas curieux, ben, on se fait poser des questions, on ne peut pas répondre. Là. C'est correct de ne pas savoir la réponse. D'accord. C'est bien de dire que vous ne connaissez pas les réponses. Parce que ça aussi, ça fait partie de la curiosité. Et puis, ça apporte l'intégrité parce que si on ne ment pas aux enfants, ben, ils apprennent que oui, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à des personnes qui nous regardent, par exemple, pour les inviter à venir vous rejoindre votre équipe de bénévoles? Bien, c'est un environnement qui est très stimulant, tant au point de vue des bénévoles que avec des des baskets enfants. à tout le temps. Et c'est un milieu où on peut augmenter nos connaissances vraiment dans le domaine. C'est vrai. C'est un milieu où on peut se faire des amis parmi les bénévoles qui sont là. C'est un milieu qui nous permet de nous sentir utiles dans la société également. Alors, c'est un plaisir d'y aller à chaque semaine. Donc, pour quelqu'un qui a envie de donner, comme vous avez mentionné, www.nature.ca, c'est où est-ce qu'il y a le lien pour les bénévoles? Est-ce que c'est facile à trouver sur le site web? Oui, si vous tombez sur la page principale, nature.ca, vous descendez jusqu'en bas. À la droite, vous avez un lien pour le bénévolat. OK, je pense que c'est ça qu'on voit à l'écran. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Et puis, j'espère que vous allez être rejoints par d'autres bénévoles qui nous écoutent actuellement. Et puis, encore une fois, à la maison, ils ont besoin de bénévoles francophones au Musée de la Nature du Canada. Donc, si vous êtes intéressé, www.nature.ca, vous allez jusqu'en bas de la page. Là, il y a un onglet pour les bénévoles. Vous allez juste vous inscrire et puis les contacter là-bas. Après la pause, on va parler d'une nouvelle exposition qui a ouvert la semaine passée au Musée de la Nature qui s'appelle Qilalukat. J'espère que je le dis bien. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle d'une exposition qui a ouvert la semaine passée au Musée de la Nature qui s'appelle Qilalukat. Et puis, on m'a dit, Caroline m'a dit tantôt que je l'avais bien mentionné. Bien dit. Oui, bravo, c'est pas facile. Et qu'est-ce que ça veut dire Qilalukat? Donc ça, c'est le terme Inuvialuktun, donc la langue des Inuvialuits, donc les Inuits de l'ouest de l'Arctique, et ça veut dire beluga. Donc l'exposition en long, c'est les belugas et les Inuvialuits
Survivre ensemble. OK, c'est quoi comme exposition? Donc, c'est une exposition qui présente la tradition de la chasse au beluga. Donc, alors, c'est vraiment basé sur l'expérience de Myrna Pokiak, qui est une jeune Inuvialuit, alors qui vient de Tuktoyaktuk, qui est une ville qui se trouve dans l'ouest de l'Arctique. Alors, Tuktoyaktuk, ça veut dire qu'il ressemble à un caribou. Tuktu, c'est le caribou. Alors, à marée basse, il y a 2 rochers qui ressemblent à des caribous. Donc, c'est là d'où vient le nom. Alors, à chaque année, en juillet, il y a une chasse traditionnelle qui se fait, la chasse au beluga. Jusqu'à aujourd'hui, en 2019? Jusqu'à aujourd'hui, toujours. Et ça fait des centaines et des centaines d'années que cette relation entre les belugas et les Inuvialuits existe. Donc, c'est un peu ce qu'on démontre dans l'exposition. D'accord. Alors, et un beluga, il faut savoir que ça peut nourrir une famille pendant 1 an. Et se nourrir en Arctique, c'est pas nécessairement très facile parce qu'il y a des petits supermarchés, les livraisons se font périodiquement, c'est très, très, très cher. Donc, toute la nourriture qui vient de la terre, qui vient de la mer, est très, très importante pour la survie alimentaire des gens qui habitent dans le Nord. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Puis, qu'est-ce que nous, on est censé voir dans cette exposition? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé un fumoir, un camp qu'on appelle, où les gens vont aller chasser le beluga. Donc, durant l'été, ils vont se rendre sur la grève et ils vont construire un fumoir parce qu'on fume oui, pour pouvoir la préserver parce que pouvoir la préserver, c'est ça, donc la viande et aussi la peau et le gras du beluga. Donc, on a essayé de recréer, si on veut, le camp. Et c'est vraiment le camp de la mère et du père de Myrna. Donc, c'est vraiment basé sur l'expérience de la famille. Et cet été, elle est allée, cet été, là, en 2019, a filmé là-bas, donc elle a pris des photos et nous, on a reconstruit un peu cet environnement-là. Alors, quand les gens entrent, ils vont voir le fumoir avec la viande de beluga. C'est comme tout le processus qui s'est passé, on va dire, durant l'été. Oui, c'est ça, durant l'été. Et elle a amené ses filles, parce qu'elle, maintenant, Myrna, elle vit à Yellowknife. Et ses filles, elle a une fille de 10 ans, une de 8 ans et une toute petite qui a 15 mois. Donc, elle les a amenées pour leur apprendre la tradition, donc pour continuer à transmettre ces traditions-là qui se fait depuis des centaines d'années, pour qu'elles apprennent à préparer le beluga, à le faire sécher. Et donc, alors, dans l'exposition, on a recréé ça. On a une table où on voit aussi où les gens peuvent toucher des reproductions de ces différentes parties du beluga. Et on a aussi des os de beluga parce que comme on est un musée d'histoire naturelle, on injecte un peu du contenu scientifique, bien sûr. Donc, on va parler de l'anatomie du beluga. On va parler aussi de la migration des belugas dans la mer de Beaufort. D'accord. Alors, donc, on explique un peu, là aussi, comment les scientifiques travaillent avec les Inuvialuits, parce qu'ils travaillent vraiment main dans la main pour... ça, c'est bon à mentionner, ça. Oui, donc, ils vont voir... évaluer, si on veut, la santé de la population de beluga de la mer de Baffin. Donc, on voit ici un radioémetteur, alors qu'on va mettre sur les belugas. Et par la suite, quand on capture un beluga durant la chasse qui a un émetteur, alors là, les scientifiques peuvent recueillir les données. Donc, à chaque année, il y a des scientifiques qui sont là sur place? Oui, à chaque année, à chaque chasse, il y a des scientifiques du département... voyons, là, j'ai seulement le nom en anglais. Océan... Pêche et Océan Canada. Pêche et Océan Canada, qui viennent et qui vont prélever des échantillons de la peau du beluga pour, par exemple, voir s'il y a des contaminants, etc. Donc, ils vont regarder la santé générale de l'animal. S'il y a un émetteur, on va voir un peu, on va pouvoir savoir, bon, où est-ce qu'il s'est promené. Donc, on va regarder aussi le contenu de l'estomac pour voir qu'est-ce qu'il mange, parce que l'alimentation des belugas change aussi avec le changement climatique. Ils mangent quoi? Bien, avant, ils mangeaient de la morue arctique, du saïdafran, qui est le vrai nom qu'on devrait utiliser, mais maintenant, ils mangent d'autres sortes de petits poissons, du caplan, par exemple, parce que l'environnement est en train de changer. Vrai, oui. Et lors de l'ouverture, les parents de Myrna sont venus, son oncle, alors c'était vraiment un événement familial. Et eux nous racontaient, par exemple, aussi que la population de poissons change. Avant, ils pêchaient du corrigan, qui est un poisson blanc. Donc, en attendant que les belugas arrivent, en attendant de la chasse, bien, eux, ils vont pêcher de la corrigan qu'ils vont faire sécher. Mais cette année, il y avait beaucoup de saumon. Alors, à un moment donné, à une certaine époque, il n'y avait pas du tout de saumon. Mais là, maintenant, le saumon commence à monter, change sa migration à cause du changement climatique. Donc, les Inuvialuits peuvent recueillir beaucoup de données pour aider les scientifiques à comprendre comment le changement climatique impacte, si on veut, les populations et l'environnement, les populations de poissons, les populations de belugas, mais aussi l'environnement du fleuve Mackenzie qui se jette à cet endroit-là, dans la mer de Beaufort. Donc, alors, c'est une belle collaboration. J'aime bien le fait que les scientifiques travaillent avec ce peuple-là. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de savoir un peu comment ils évoluent, les belugas, comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils mangent et tout. Mais ça permet de protéger aussi la population parce que s'ils sont infectés par quelque chose, mais vous n'en mangerez pas. Non, on n'en mangera pas. Puis on va pouvoir détecter justement
justement s'il y a des maladies, etc. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la population des belugas de la mer de Beaufort est en santé. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas pêcher de belugas dans le Saint-Laurent. C'est une population qui est en voie d'extinction. Donc, c'est une population qui est en santé. Et ce travail-là se fait depuis des générations. Là, ça fait plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies que les Inuvialuit travaillent avec les chercheurs. Donc, on a beaucoup de données au sujet de la population. Ça, c'est quoi? On a mentionné ça. Oui, alors c'est une vertèbre de beluga. Oui. Donc, ici, là, à l'arrière. Oups, c'est vrai, là, on m'a dit de pas vraiment. C'est le dos du beluga. OK. Alors, donc, dans l'exposition, on peut toucher des os des belugas. Et l'exposition est située dans la galerie de l'Arctique. C'est une petite portion, on appelle ça la galerie des perspectives nordiques. Et c'est là où les gens, justement, du Nord peuvent venir raconter leur histoire. Et on a plein de manipulations aussi que l'on peut faire, dont des os de beluga pour que les gens puissent les voir. Et on fait aussi des bijoux à partir des os de beluga. Donc, on a dans un présentoir des bijoux qui ont été faits par la famille de Myrna. Donc, elle s'appelle Myrna? Myrna Pokiak. Myrna, OK. Oui. Donc, alors, dans cette exposition, ce que je comprends, on aura des images de tout le processus de la pêche du beluga. Oui, on a des vidéos qui ont été faites pour chacun des processus. Donc, quand on attrape avant de partir à la chasse, quelle est la préparation qu'on doit faire. Lorsque le beluga arrive, comment on le prépare. Par la suite, comment on le préserve. Puis il y a le fumoir aussi qui est là. Il y a le fumoir qui est là. Et puis, on a même une vidéo ils ont un frigidaire ou un congélateur communautaire qui est creusé dans le pergélisol à Tuktoyaktuk. Donc, de l'extérieur, c'est juste une petite remise. Et quand on rentre, on descend dans une grande échelle. Donc, dans le sol. Et là, il y a 19 pièces où on peut justement entreposer toute la viande de beluga ou la viande de caribou ou du poisson pour les préserver durant l'année. C'est un congélateur naturel. Alors, ça épargne les coûts d'avoir un congélateur et tout se préserve bien. Alors, on a une vidéo où on nous amène, on descend avec eux. Alors, Myrna est là avec ses petites filles qui avaient très peur parce que c'est un peu noir. Nouveau, c'était nouveau pour elle. Et puis, donc, c'est très intéressant. Puis, on voit sur le toit et dans les murs, il y a tous des glaçons qui se sont formés à cause de la condensation quand l'air chaud de la surface descend. Donc ça, c'est un très beau vidéo. Ça nous transporte dans un univers qu'on ne connaissait pas. Combien d'images? Je sais qu'il y en a une multitude, là, mais les vidéos, on peut en voir alors, combien? on a à peu près 5 vidéos qui durent autour de 2 minutes. Donc, le dernier vidéo... Tout le processus, là, oui, le dernier vidéo, ça présente vraiment la communauté, tous les gens qui ont participé à préparer cette exposition-là. Puis, on raconte des petites anecdotes quand ils sont allés à la pêche au beluga. Le bateau est tombé en panne, il a fallu qu'ils rament. Donc, il y a toutes sortes de petites anecdotes aussi qui rendent l'exposition très, très riche parce qu'on voyage un peu avec eux et on suit le processus là, de la chasse au beluga qui a eu lieu cet été, que cette famille-là a vécu, si on veut. Puis souvent, dans des musées, il y a des images, oui, mais c'est accompagné de balados pour expliquer un peu, quand il y a des images, des photos et tout. Est-ce qu'il y a des balados? Non, il n'y a pas de balado pour celle-là. Donc, alors, les vidéos, il y a certaines vidéos où il y a une narration, d'autres, c'est tout simplement du texte en dessous, avec des images, parce que c'est un mélange de vidéos et de photos qu'on a fait. Donc, alors, c'est une exposition qui est très atmosphérique parce qu'on a des feux qui ont été reproduits. J'ai vu l'image oui. Le fumoir. Donc, dans le fumoir, puis aussi sous le baril où on va cuire le muktuk. Le muktuk, c'est la peau et la graisse du beluga qui est très, très prisée et qui est très énergétique. Il y a beaucoup de vitamine D dans ça et beaucoup de nutriments qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, c'est très bien. Alors, elle a ouvert le 25 octobre. Elle s'étend jusqu'à quand, cette expo? Elle est présentée jusqu'à l'automne 2021. On est chanceux. Oui, c'est une exposition semi-permanente. Donc, dans cette pièce-là qu'on appelle la Galerie des perspectives nordiques, les expositions sont présentées en rotation toutes les 2 ans. Merci. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai même comme oublié de faire attention à mon temps. Alors, si vous voulez plus d'informations, www.nature.ca, c'est le site web à visiter pour voir l'exposition l'exposition qui s'appelle Kilalukad, je le dis bien. Bravo. OK, alors après la pause, là, on va parler avec Arthur Coinco des problèmes à l'épaule. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque
Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe, sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant et derrière. Je t'ai perdu, j'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Arthur Coinco et on parle des blessures à l'épaule. Et notre physiothérapeute, il vient toujours nous donner des leçons d'anatomie. Alors. Oui, merci de m'inviter encore. C'est très important, avant de parler d'une blessure, de connaître un peu l'anatomie. D'accord. Alors, quand on voit ici, on a le système squelettique. Okay? Le système squelettique, c'est tous les os qui s'attachent ensemble, qui forment des articulations. D'accord. Et qui aident avec la stabilité. OK? Là, on a les os comme ça. Deuxième image. Oui. Alors, c'est le système musculaire. Le système musculaire, son rôle, c'est la force et aussi le mouvement du corps. Okay. Nous avons aussi des muscles comme le cœur et la langue et tout ça, mais surtout le système musculaire, ça aide à déplacer la personne. D'accord. Le mouvement. Mais ce qui contrôle les muscles et les os et les articulations, c'est le système nerveux. Les nerfs, oui. Ouais, ça commence avec le cerveau et la moelle épinière et toutes les racines qui sortent des vertèbres et qui descendent jusqu'au bras, ensuite en bas comme ça. Et le rôle des nerfs, c'est très important parce que ça contrôle ce que les autres parties du corps font. Okay. On peut avoir des problèmes, comme je vais t'expliquer après, à l'épaule, et ça peut être comme une coincure, un coincement du nerf. C'est pour ça que quand souvent on a des accidents, par exemple au dos, ça y a un problème avec le paralysé au pied. Exact, parce que, c'est ça. Exact. On va parler tantôt. Mais spécifiquement à l'épaule, alors l'anatomie de l'épaule, on a cet os ici qui s'appelle l'humérus et jusqu'à la fin c'est une balle qui s'attache à une sorte de trou. Oui, puis tu as dit il y a souvent un liquide là qui nous permet de Exactement, travailler. ça c'est le liquide qui s'appelle la bourse, le bourse, et c'est lubrification de cette articulation là. D'accord. Mais on a aussi un aspect de triangle. L'omoplate. Exact, le triangle. Et l'omoplate, c'est très important parce que c'est l'omoplate où s'attache l'humérus. D'accord. OK? Mais aussi l'omoplate attache en arrière aux côtes, la cage thoracique en arrière. Ouais, c'est ça. Et si on a des problèmes au dos, sur les vertèbres, parce que l'omoplate s'attache aux vertèbres et aux côtes, ça peut donner des problèmes ou des symptômes à l'épaule. Et c'est ça que je vais t'expliquer. Que si on a une douleur à l'épaule, ça peut être local à l'épaule ou ça peut être, la cause peut être une autre région du corps. Parce que tu le dis tout le temps, à chaque fois qu'on se voit, tout est relié dans le corps. Tout est relié, la fascia, les muscles, les ligaments, tout ça, les nerfs. Et aussi, il y a différentes sortes de blessures qu'on peut avoir. Par exemple, on peut juste retourner ça. Revenir, OK. Oui. Alors, un trauma. Alors, si je joue au football, au rugby ou quoi. Au tennis. Au tennis. Mais surtout pour un sport où quelqu'un me frappe. Ça, c'est plus comme un trauma sur mon épaule. OK. Mais, par exemple, au tennis,
ça peut être plus une action, un mouvement répétitif. Ah, OK, répétitif. Répétitif, oui. Et avec beaucoup de mouvements, cette action répétitive, ça peut aussi causer des symptômes de douleur à l'épaule. D'accord. Aussi, une mauvaise posture. Si je ne suis pas comme un bon athlète, si je travaille ici à Ottawa ou en Outaouais comme un fonctionnaire, je travaille sur l'ordinateur, toujours devant l'ordinateur. Mes épaules deviennent arrondies comme ça. On devient courbé, mon c'est cou, comme ça, penché par en avant, peut causer des problèmes comme ça. Alors, on peut avoir un problème comme une tendinite, une inflammation sur le tendon. On peut avoir une bursite. Alors, ça, c'est plus une inflammation sur le liquide, plus de liquide. Alors, lorsqu'on fait quelques mouvements à l'épaule et des tests, ça peut confirmer que c'est plus une bursite. Il vient d'où, le liquide? Il est produit par quoi, ici? Mais c'est dans le liquide est dans le corps et c'est juste, ça vient d'une autre partie du corps. Ça peut être un coincement du nerf, soit ici, ou même une atteinte à la racine du cou. Oui. Alors si, par exemple, le disque bouge un peu, ça pince, ça touche sur la racine nerveuse. Ça peut aussi causer des symptômes dans l'épaule. Ça peut causer des autres choses comme une faiblesse, un manque de force, des picotements, engourdissements. Et c'est pour ça que quand on fait une évaluation, par exemple, spécifiquement à l'épaule, on demande des questions spécifiques. On essaie de tester des mouvements spécifiques, actifs et passifs, et on peut résister aussi. D'accord. Donc là, il faut que ce soit le cou. Ça peut être le cou. Ça peut être les tendons. Ça peut être les tendons. Puis tu as parlé aussi d'actions répétitives. Actions répétitives, ça peut être ça, c'est vraiment pour les sportifs, je dirais. Et aussi, ça peut être l'arthrite. Ça peut être même l'arthrite, avec l'âge, manque de mouvement, manque de sport, manque de mobilité. D'accord. Et puis là, tu n'es pas venu les bras ballants. On va faire des exercices et puis je te garde avec moi. Merci. Parce que après la pause, on revient en studio avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute, pour faire des exercices et bien sûr à l'épaule. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sois plus fort que la balade, faut battre sans faire. On a perdu la vie entière. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient. Mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te repens et ton mort et toi, je te ferai traîner dans la poussière. Pour donner pied, tes mains pour me plaire. Si jamais un jour tu reviens d'ailleurs, ne t'as bien vu qu'il n'y a pas meilleur. Si jamais un jour tu reviens vers moi, je serai le chaos dont tu te souviendras. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, le studio a changé. On est dans une salle de consultation, dans une clinique. Puis là, on va soigner maintenant oui, c'est ça, les blessures à l'épaule. On va dire que j'ai fait un mouvement assez brusque, là, et puis là, franchement, j'ai mal à l'épaule. À l'épaule gauche, oui. OK, gauche. Alors, la première question, je te demande, c'est où est exactement la douleur? C'est où exactement à l'épaule? Je dirais là. Moi, pour de vrai, là, je te dirais là. Comme là? Oui. OK. Alors, tu as dit, peut-être c'était un mouvement, un trauma ou quelque chose de mal levé, quelque chose? De mal levé, oui. Et est-ce que tu as senti des
picotement, engourdissement? Ça s'est juste étiré. C'était plus un étirement. Ouais, As-tu eu mal au cou pendant ce temps-là ou c'était juste plus... Juste là. Mais plus le coup, c'est comme juste au moment où est-ce que je faisais le mouvement et puis après, ça s'est arrêté. Mais... Ça t'a arrêté? Oui. Ah, OK. Alors, bon. OK. Alors, je continue à demander des questions plus spécifiques pour avoir comme une histoire. OK. Mais en passant ça, je fais une évaluation des mouvements. Alors, je demande à faire quelques mouvements de ton épaule. Lève comme ça? Oui, comme ça. Juste, par exemple. On peut se bloquer là, ça fait mal. Bloquer, OK. Et une autre direction comme ça, tu lèves? Oui, ça fait mal, oui. OK. Et en arrière? Comme ça? Non, okay, comme ça, OK. Excuse-moi. Là, OK. Comme ça, est-ce que ça fait mal? Là, non, pas vraiment, oui. OK. Et je peux... Alors ça, ce sont des mouvements actifs. Moi, je peux faire ces mêmes mouvements passifs, juste pour voir si la structure est plus un tendon ou une capsule, quelque chose comme ça. D'accord. Je peux faire aussi des mouvements résistés. Alors, par exemple, empêche-moi de te pousser, empêche-moi. Comme ça, empêche-moi aussi. Oui. Okay. Alors, il y a des mouvements résistés ou des tests résistés que je fais. Je peux aussi faire des tests plus spécifiques. Alors, par exemple, si je pense que c'est comme une tendinite, je peux faire comme ça. Et si c'est positif, ça va être douloureux un peu. Oui, mais... Ouais. Oui. Okay. Oui. Comme ça. Et ça, c'est pour de vrai, là, comme je le sens qui s'étire, là. Et aussi la palpation. Alors, je mets un peu de pression, je touche, si ça fait un peu mal. Si je pense que c'est la coiffe de rotateur un tendon, si je veux être un peu plus spécifique, je peux faire comme ça, je touche, tu me dis, ça fait mal ou non. Et afin de faire les tests objectifs comme ça, je prends des mesures. D'accord. Je compare ce que tu dis, alors c'est plus subjectif, et les mesures objectives. D'accord. Et pour déterminer une impression clinique. Alors, pour toi, je pense que c'est plus une tendinite. OK. Alors, comment je traite une tendinite, c'est un peu différent que si je traite une autre sorte de chose. D'accord, donc chaque élément comme à sa manière d'être suivi. Okay. Exactement. Okay. Alors, à la clinique de physiothérapie, on peut avoir des modalités comme ultrasons, courant interférentiel, des modalités électriques qui aident à soulager les symptômes ou même aider avec la douleur. D'accord. Mais aussi, on fait beaucoup de traitements manuels. On fait des différentes techniques. Okay. Alors moi, ce que je fais... Comme des massages? Un peu comme massage. Moi, je fais ce qu'on appelle Active Release Technique. Okay. Alors, c'est un exemple, c'est tu bouges ton corps comme ça, tu bouges ton épaule. Okay. Et lorsque tu bouges, pendant que tu bouges, je mets un peu de pression comme ça. Alors, ça, c'est un exemple, par exemple, d'un protocole pour Active Release Technique. D'accord. Ce que je fais aussi, c'est l'acupuncture. Je peux faire des autres sortes de traitements ou modalités. Mais aussi, ce qui est important, d'éduquer à faire des exercices de correction. Exact, de correction. Okay. Il nous reste 2 minutes. OK, parfait. OK. Alors, juste un exemple. Okay. Tu vas faire comme ça. Tu vas juste faire la rotation. Alors, tu utilises les 2 mains. OK. Tu mets tes coudes comme ça. OK. Et tu juste tires comme ça. Mais laisse tes coudes ensemble? Ensemble, comme ça. Ouf. Alors, c'est comme un peu de rotation, comme ça. Ouais. OK, mais mes coudes, ils n'arrivent pas à rester comme... Et moi, à la clinique, je peux t'aider. Parce que l'épaule est multi-axiale, il y a beaucoup des angles. Okay. Tu peux faire le mouvement comme ça. D'accord. OK? Tu peux faire le mouvement même comme ça, dans cet angle. Tu peux même faire le mouvement dans cet angle. Okay. Alors, parce que l'épaule est très dynamique, il y a beaucoup des angles, c'est multi-axial. Quand tu fais tes exercices, tu dois faire ça avec beaucoup de variations. D'accord, OK. Et juste pour terminer, ça c'est juste pour la force. Je commence tous les jours en faisant comme ça pour réchauffer les muscles. Toi, tu peux essayer? On devait commencer par... C'est lourd, Arthur. Oui, alors pour l'instant, c'est pas bon pour toi de faire, mais très fort. Puis ça aide à quoi, en fait? Juste le réchauffement, la force... tous les muscles. Mais si quelqu'un, il a mal, là, il peut pas faire ça. Exact. Alors, ça, c'est un but à atteindre. OK, d'accord. Alors, je te dis, OK, après tous tes traitements, tu vas réussir à faire ça.
OK, je vais essayer encore une fois, là, parce que... Oui, mais attention. Il ne faudrait pas que je bouge quelque chose? Et quand on voit les personnes qui font des exercices, ils peuvent avoir des compensations. Alors, si tu utilises des autres muscles, c'est important de faire les exercices très spécifiquement, suivis par le physio. Suivi par le physio. Et puis, je vais continuer à faire ça et puis on va en parler un peu pendant la pause parce que nous, on revient juste après la pause. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Cette semaine, à l'attentat, Chantal Laberge nous parle des activités extrascolaires et l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Éline Duchesne nous parle de l'importance d'avoir peur en lien avec l'Halloween. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que les Remparts de Québec viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. On parlait et on a parlé des blessures à l'épaule. Oui. Puis là, je voulais te demander, ça sert à quoi? Tu m'as apporté ça, mais on ne l'a pas essayé. Ça aide avec la circulation sanguine, Okay, avec l'élasticité des muscles. Et puis on fait quoi? Et pour le mettre, on peut juste mettre... si par exemple le tendon est un peu enflé, mais tu veux faire des exercices, tu vas avoir moins d'enflure. On peut mettre... J'ai mis beaucoup de crème, peut-être que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Ouf, oui, je le sens. Comme ça. Ouais. On le laisse pour 5 à 10 minutes et ensuite on va faire plus de massage. D'accord. Ben là, si on a besoin de toi, comme ça, il faut juste te contacter, c'est ça, à la clinique, passer à la clinique? Oui, prophysio.com. Prophysio.com. Merci beaucoup, Arthur. Merci à toi. Alors, on a parlé des blessures à l'épaule. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Si ça va vraiment très, très mal, allez le voir à sa clinique. Donc, www.physiothérapie.com, c'est le site web de Arthur Coinco. Demain, à l'émission, on va découvrir le nouvel album de l'auteur, compositeur, interprète Opio. Et on va parler aussi des balados qui sont proposés par Bibliothèque et Archives Canada. En fait, c'est des balados qui nous permettent de mieux comprendre l'histoire, surtout pour ceux qui n'aiment pas la lecture. Alors, on se voit demain à l'émission. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là,
En incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers.